Bien, nous allons parler maintenant de motivation, parce que c'est ce qui me semble le plus important. Nous avons donc défini 3 modèles d'entreprise que nous allons brièvement voir et qui sont le reflet de vos valeurs. Le modèle mécanique, l'organique ou l'anthropologique. Cette taxonomie peut s'exprimer en d'autres mots. FBE, Finance Based Enterprise, KBE, Knowledge Based Enterprise, et VBE, Virtue Based Enterprise. 3 fondements, 3 valeurs fondamentales, 3 modèles d'organisation. Aucun n'est chimiquement pur, mais la plupart des entreprises peuvent se situer de façon dominante dans un type de modèle. Voyons le premier modèle. Un jour, je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait « Mon entreprise est neutre. Je ne vois pas comment une entreprise peut avoir des valeurs ou les mettre en place. Sa finalité, c'est faire de l'argent. » Avait-il des valeurs? Certes oui, mais lesquelles? Il ne voyait pas ce que cela pouvait bien lui apporter. Mesdames, Messieurs, les valeurs d'une entreprise sont exactement le reflet de vos valeurs. Votre mode de management en est directement issu et se lie à livre ouvert. On peut donc, en travaillant dans votre entreprise, savoir parfaitement qui vous êtes en fonction de votre mode de management. Ce qui est vrai pour vous est également vrai pour vos collaborateurs. Si on ne se pose pas la question, c'est donc que l'on base ces valeurs sur la motivation extrinsèque, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur. Et là, nous n'avons pas besoin de conscience éthique pour diriger dans ce modèle. Sous le régime de la motivation extrinsèque, je travaille pour obtenir quelque chose qui dépend de la volonté de l'autre, c'est-à-dire de l'argent, des honneurs, de l'estime, ou lorsque je suis menacé par la volonté d'un autre, mon pouvoir, ma place. Mais à vouloir fonder toutes les décisions sur la motivation extrinsèque, on se fragilise. Nous allons voir comment cela se décline dans l'entreprise pour les personnes. Commençons tout de suite par un exemple, l'entreprise Fenwick. Le 6 novembre 2006, l'entreprise est vendue à un fonds d'investissement, KKR, pour un montant de 4 milliards d'euros. Le discours de Kravitz est le suivant. Nous nous concentrons à 100% sur l'amélioration des processus. Nous sommes les spécialistes de l'optimisation de la productivité et des chaînes logistiques. Notre objectif, c'est de mettre le développement des hommes au cœur de cette stratégie de l'amélioration permanente. Les éléments de langage sont en place. Le concept de progrès, ça ne se discute pas. Tout le monde ne peut être que d'accord. Kravitz choisit donc la méthode Kaizen, qui est en apparence extrêmement douce et pragmatique. Le salarié devient l'artisan de l'amélioration de son poste avec l'aide du consultant. On cherche à simplifier les flux, à améliorer la qualité, en supprimant les temps morts, les temps de déplacement, etc. On extrait donc les meilleures méthodes de vente en flattant les commerciaux qui ont le plus de résultats. C'est très valorisant. Puis, les méthodes sont mises au point, deviennent la nouvelle norme pour tous, alors que la croissance est de 3%, il est demandé aux commerciaux une progression de 15%. Tout le monde accepte ce diktat de la performance. On se dit, les temps sont durs. Il faut prendre en compte la réalité économique. Les hommes accueillent donc leur métamorphose en machine sans comprendre réellement ce qui se passe. En fin de compte, la productivité ayant augmenté, il est désormais possible de réduire les effectifs, car on produit plus avec moins de ressources. Néanmoins, le stress se développe dans l'entreprise et abrutit le travailleur. Les temps morts n'existent plus, il y a 25% d'accidents de travail en plus. Au départ, le dirigeant ment sur ses finalités. L'entreprise n'est plus au service de l'homme, mais l'homme qui est désormais au service de l'actionnaire financier. Lorsque Kravitz met sur la table 850 millions d'euros sur la table et emprunte 3 milliards d'euros aux banques, il faut bien rembourser les emprunts. Il faut bien faire dégorger le cash. Mais il ne le dit pas. A priori, il peut sembler que la méthode soit une réussite, car de telles transformations ne tiennent pas dans la durée. Fenwick a perdu ses valeurs.
son âme, elle va perdre sa force. D'ailleurs, les fonds d'investissement n'achètent jamais des entreprises qui ont subi la méthode LBO. Bien sûr, toutes les situations ne sont pas aussi extrêmes que dans le cas cité, mais il est clair que le modèle mécanique, dont la valeur dominante est l'efficacité, est vulnérable à de tels dérapages. Ici, la motivation extrinsèque est dominante et le mode d'influence du management, c'est le pouvoir. Souvent, comme on le voit dans le modèle mécanique, la vérité est malmenée aussi. D'ailleurs, à ce jour, Fenwick, les bénéfices diminuent d'année en année. La motivation des salariés dans ce type d'entreprise est essentiellement l'attrait de l'argent, ses conditions de travail, les avantages qu'il peut obtenir. Le salarié veut absolument se valoriser pour obtenir un meilleur poste, une augmentation. C'est souvent une personne qui ramène tout à elle-même. Mais c'est bien vous qui avez fixé, en fonction de votre motivation, le modèle mécanique. Les dirigeants dont les valeurs sont basées sur ce type de motivation vont nommer des loups à des postes importants, en pensant que c'est la meilleure manière d'atteindre le résultat économique. Une entreprise ne se développe pas en mettant des personnes en compétition. Nous pensons juste que c'est l'inverse. Cette méthode de management crée la démotivation et de la souffrance. Si nous pensons que l'argent est la finalité de l'entreprise, c'est que nous ne savons pas manager autrement. Si on était dans un autre système de valeurs, le choix des responsables ne se ferait pas sur ce type de critères. Nous arrivons donc au modèle organique, ou encore Knowledge-Based Enterprise. Ici, outre la valeur d'efficacité qui caractérise le modèle mécanique, le modèle organique propose aux salariés la possibilité de se valoriser par la connaissance, l'apprentissage, bref, l'efficience. La personne est motivée ici par les biens internes, parce qu'elle apprend, le plaisir de faire ce métier, l'envie de développer sa compétence, son employabilité. Et ce sont souvent de bons professionnels. Le bon climat de l'entreprise sont autant de leviers de motivation. Le recrutement des collaborateurs sera basé principalement sur les compétences professionnelles et intellectuelles. C'est un mélange entre le bien-faire et la rentabilité. L'histoire de l'entreprise Apple illustre bien le modèle organique. Pendant une période de turbulence interne, en avril 1983, Steve Jobs convainc John Sculley, génie du marketing, de quitter Pepsi-Cola pour prendre la direction d'Apple. En 1984, soit après à peine un an de coopération, les ventes du Macintosh, soutenues par Steve Jobs, sont nettement en retrait par rapport à Apple. Les deux hommes s'opposent, s'ensuit un plan social qui affaiblit considérablement la position de Jobs. Jobs formant alors l'éviction de Sculley. Celui-ci, lors d'une réunion d'exécutifs, met son contradicteur face à la rumeur. Jobs lui réplique « Tu n'es pas la bonne personne pour manager Apple ». Fin mai, Sculley fait retirer à Jobs toute responsabilité. En septembre, il est licencié et il dira « Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire. Puis, j'ai créé une société appelée Next et une autre que j'ai appelée Pixar. Quelques années plus tard, Apple est en déclin. En 1996, Gilles Amelio, PDG, déclare pour le second semestre des pertes significatives. Apple est désormais à la recherche d'un nouveau système d'exploitation. C'est finalement vers Next qu'Apple va se tourner. Ce pas marque le retour de Steve Jobs. Le modèle organique est sincèrement dépourvu d'analyse. Les décisions ne sont pas toujours les meilleures. N'ayant pas compris l'intérêt des valeurs éthiques, le conseil d'administration n'en a pas tenu compte lors du choix de Sculley, ce qui a généré les difficultés au sein d'Apple. Dans le modèle organique, l'ego de chacun cherchera à se réaliser. Le modèle promeut la compétition entre les personnes avec en montée
en puissance de l'émotionnel. Le management va devoir gérer des égos surdimensionnés qu'il a lui-même encouragés. En 1983, Steve Jobs fait venir Sky Lee, qui finit par le faire virer. En 1996, Gilles Amelio fait venir Steve Jobs, qui finit par le faire virer. En recrutant Sky Lee, a-t-on bien regardé l'homme que l'on a recruté? La direction fonde la décision de lui donner le pouvoir, puisqu'il a réussi son marketing chez Pepsi-Cola, mais aussi pour Apple II. Mais que savait Sky Lee de l'informatique? Rien. D'ailleurs, Jobs l'avait bien vu. Tant que le résultat est bon, la personne est bonne. Bref, ce qui est bon dans la personne, c'est le résultat. Mais dès que les chiffres baissent, alors ce n'est plus la bonne personne. C'est incohérent. Le modèle organique, avec ses valeurs d'efficacité, de plaisir, d'individualisme, frisant le culte de la personnalité, n'est cependant pas équipé pour faire une analyse profonde des personnes. Elle assène des coups. Dans son discours à Stanford, Steve Jobs revient sur cet épisode douloureux de sa vie. « J'avais 20 ans, dit-il, lorsqu'avec Steve Wozniak, nous avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et 10 ans plus tard, Apple était une société de plus de 4000 employés dont le chiffre d'affaires était de 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer 1 an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh, et je venais d'avoir 30 ans. C'est alors que je fus viré. Le conseil d'administration s'est rangé du côté de Sky Lee. C'est ainsi qu'à 30 ans, je me suis retrouvé sur le pavé, viré avec perte et fracas. La raison d'être de ma vie n'existait plus. J'étais en miettes. » Steve Jobs avoue qu'il était dévasté. Tout le monde n'est pas Steve Jobs, capable de rebondir après un coup de massue. Imaginons la souffrance que le modèle réserve pour des personnalités plus faibles, qui se sont données corps et âme. On constate, dans ce modèle, une pénurie absolue de critères de sélection des personnes. Le jugement est absent. Le modèle organique, de par les valeurs qui le régissent, se voit contraint de gérer des problèmes de vanité, d'image, d'ego surdimensionné, de jalousie, de conflit. Bref, des problèmes relevant de la passion humaine, mais que le style de management permet de faire éclore. Le conseil d'administration, compte tenu de la pauvreté de sa connaissance de l'être, s'est montré incapable de juger et a pris la mauvaise décision. Il a eu de la chance de retrouver Steve Jobs. Dans ce modèle, on gravit la pyramide de Maslow, dont l'estime de soi est le dernier palier, avec le risque de l'égoïsme supérieur et peu de conscience éthique. La motivation est orientée vers soi. Vous prendrez bien un peu d'humilité, monsieur Maslow? L'entreprise est une organisation humaine. Si on veut qu'elle le reste, il n'y a pas d'autre solution que de proposer le développement humain. Voilà la priorité du dirigeant, solliciter la motivation transcendante, ce qui ne veut pas dire qu'il va négliger la motivation extrinsèque et intrinsèque. Le dirigeant sait que s'il développe la préoccupation de l'autre, cela rejaillira sur la personne elle-même et sur l'entreprise, et aussi sur le résultat financier. Mais cela demande une valeur qui manque aux chefs d'entreprise que nous sommes, l'humilité. Arrêtons de croire que nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pour notre entreprise. Osons faire confiance. Tournons-nous enfin vers la Virtue-Based Enterprise. Examinons l'approche de Bertrand Martin à la tête de Sulzer. Bertrand Martin engagea un redressement spectaculaire des moteurs Sulzer. Dès le début, il va oser la confiance. La source d'énergie sera le robinet de la vérité. Dire la vérité sur la situation à tout le monde. Les actionnaires l'avaient nommé pour liquider l'entreprise qui avait accumulé de nombreuses pertes financières. L'avenir était terne, les moteurs se fabriquaient dans d'autres pays avec des coûts plus intéressants. D'autre part, les déficits chroniques ne permettaient plus de continuer. À son arrivée sur le site, les syndicats et le personnel avaient fait un grand feu de joie avec les dossiers, les bureaux.
L'encadrement lui demande alors ce qu'il comptait faire. Sa réponse désarçonne. Je ne sais pas. Je vais demander au personnel de base. L'encadrement est stupéfait. Pour eux, les décisions doivent venir d'en haut et pas de la base. Ils demandent que des groupes d'études et de propositions soient constitués pour réfléchir, puis il les réunit durant toute une après-midi dans une grande salle pour leur demander le compte-rendu de leurs recherches. Durant cette réunion, les critiques n'ont pas manqué. À la fin, un ouvrier lui lance « Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur Martin ?» Vous m'avez expliqué pendant 4 heures ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. Pourquoi ne le faites-vous pas? L'organisation était devenue participative, chacun ayant le droit d'exprimer ses besoins et ses attentes, le tout dans le sens de l'intérêt collectif. La valeur qui sera présente dans la vision anthropologique et qui ne sera pas dans les autres 2 modèles que nous avons vus, sera le souci du développement moral des personnes, comme finalité dominante de l'organisation. On doit avoir des compétences humaines à mettre au service d'autrui, et on voit que la motivation transcendante s'appuie sur une forte motivation intrinsèque, c'est-à-dire un désir personnel d'avancer, de se former. Bertrand Martin n'a rien imposé, mais plutôt cherché à donner la plus large autonomie possible, en guidant le groupe vers l'horizon d'une vision. Ce qui fait sens pour l'homme, c'est qu'on élève sa conscience, c'est-à-dire lui permettre de juger des situations, et puis de décider du bien qu'il convient de faire dans cette situation. Je voudrais conclure avec une phrase du discours de Steve Jobs à Stanford. Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout ce qu'on attend de l'extérieur, nos vanités, nos fiertés, nos peurs de l'échec, s'effacent devant la mort, ne laissant que l'essentiel. Vous trouverez dans notre prochain livre sur la VBE une approche complète de la dynamisation durable de l'entreprise par la qualité humaine. Il s'agit d'un management humain, exigeant, professionnel. Ce modèle anthropologique de l'entreprise nous délivre des impasses des modèles antérieurs et nous permet de diriger dans la sérénité. Merci pour votre attention.